C'est ici, au Kenya, que je suis devenu photographe. J'étais près de la vallée du Rif, cet immense couloir qui coupe l'Afrique de l'Est en deux. On venait d'y découvrir la trace la plus ancienne de l'homme, une femme, Lucie, vieille de plus de 3 millions d'années. J'avais 30 ans et je me sentais dans le berceau de l'humanité. Je vivais au cœur d'un des pays les plus riches en animaux du monde. Avec ma femme, Anne, nous avions décidé de nous installer dans la réserve du Masai Mara pour y écrire une thèse sur le comportement des lions. Nous avons construit notre maison au bord de la rivière et pour gagner ma vie, j'emmenais les touristes tous les jours en montgolfière survoler la réserve. Nous avons passé 3 ans près d'une famille de lions. Je ne m'intéressais pas à autre chose, mais très vite, j'ai troqué le stylo contre l'appareil photo. Je me suis aperçu que la photographie apportait une information différente de celle du texte. Je voulais devenir scientifique et je suis devenu photographe. Je viens de là. Je viens de ces animaux. Ce sont eux qui m'ont tout appris. J'ai gardé de la montgolfière cette manière de filmer, cette lenteur qui donne le temps de décrypter une image, qui permet de voler en rase-motte et de remonter doucement pour découvrir le paysage. Du haut de la nacelle, en même temps que je photographiais les animaux, je découvrais le graphisme, l'importance du territoire. Quand je suis retourné au Kenya pour le tournage de Home, il n'y avait pratiquement plus d'animaux sauvages en dehors des réserves. En 30 ans, 95% des girafes ont disparu du pays. Et l'hippopotame a rejoint la liste des animaux menacés d'extinction au moment même où nous tournions ces images. Les éléphants n'ont plus de territoire pour migrer. Tôt ou tard, ils trouvent des champs cultivés, des clôtures électriques. Toutes ces réserves sont comme des mensonges, des grands zoos, de quelques spécimens d'animaux en voie de disparition. Et pourquoi ? Et parce que ce sont leurs territoires eux-mêmes qui disparaissent. Nous avons filmé les plus belles images de faune dans les marais intacts de la rivière Okavango dans le sud de l'Afrique. C'est une rivière qui se jette dans le désert en formant un immense delta. C'est un endroit très préservé où l'homme a encore sa place. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il ne sert à rien de faire des réserves sous cloche, qu'elles sont un échec si on ne respecte pas la vie des hommes qui y habitent. Depuis 30 ans, je survole la Terre, et c'est ce voyage qui m'a construit. J'ai découvert le travail des hommes, les gestes, les chants. J'ai vu que la majeure partie des hommes cultivent toujours leur terre à la main. Au Kenya, les champs de thé offrent une palette de verre extraordinaire. En photographie aérienne, ils forment des tableaux. C'est ça que j'aime et que je recherche en permanence. Mais dans mon métier, je suis tous les jours confronté à des paradoxes qui semblent insolubles. Comme ces cerfs près du lac de Naivasha, par exemple. Elles fournissent des fleurs coupées pour toute l'Europe, à plus de 6000 km d'ici. Alors c'est l'avion pour les transporter, les pesticides pour les cultiver et la pollution du lac qu'ils entraînent, sans parler du pompage de l'eau pour l'irrigation. C'est une aberration écologique, mais ça donne de l'emploi aux Kenyans. Mal rémunéré, mais un emploi quand même. Et à côté, les bidonvilles se développent, comme celui de Nairobi qui est aujourd'hui le plus grand du monde. Quand j'ai quitté ce pays,
je n'imaginais pas qu'un jour je photographierais les hommes et les villes. Mais aujourd'hui, si on s'intéresse à la nature, il faut forcément s'intéresser aux hommes et à leur impact sur la planète. À la frontière du Kenya, en Tanzanie, j'avais besoin de filmer ces volcans. Celui du Longai, avec ses épaisses fumées qui évoquent l'atmosphère primitive de la Terre des origines, et le volcan du Kilimandjaro, dont je n'ai pas reconnu le visage. Car la fonte très spectaculaire de ces neiges qu'on disait éternelles est un symbole du changement climatique et de l'impact actuel de l'homme sur la Terre. Au Kenya, il y avait tous les thèmes qui m'importent. La perte de la biodiversité, l'agriculture mondialisée, la croissance de la population et de la pauvreté, le changement climatique et surtout la beauté du monde. J'ai observé les signes de ces changements dans tous les pays de la planète. Après avoir passé des années à contempler, je veux transmettre. C'est pour cela que je suis retourné dans tous ces pays et que j'ai fait ce film Home. Je veux partager mes recherches, mes doutes et mes découvertes. C'était mon premier film, j'ai voulu trop en dire, j'ai trop filmé. Il me reste tant d'images que j'ai envie de vous montrer maintenant. Et on va commencer par l'Islande. Les paysages de ce pays m'éblouissent. J'ai l'impression d'y trouver la beauté dans son état d'origine. C'est une des plus jeunes terres du globe. Une terre à l'état brut, minérale où les sols ne sont pas encore faits. Ici, je suis à la recherche du graphisme en permanence. Celui qu'offrent les couleurs de la roche, la diversité des textures et des matières. En Islande, j'étais devant une terre tout juste sortie de terre, formée par les volcans et le magma refroidi et sculptée par le dessin de la neige. J'y ai trouvé les plus belles images de rivières. Et j'en avais besoin, car il n'y avait pas de meilleur exemple que ces plans pour les comparer aux veines d'un corps. Pour montrer que rivières, plantes, animaux, nous obéissons aux mêmes mécanismes. Ceux imposés par les lois physiques de la Terre. Pour comprendre le monde, j'ai compris qu'il fallait revenir aux origines du monde. Dans mon travail, faire beau c'est important. La beauté t'appelle, elle t'émeut. Ce glacier est l'un de mes plus beaux souvenirs de photographe. Quand je me suis approché, j'étais fou. Des cendres volcaniques se sont déposées après une éruption. Elles sculptent les reliefs de la glace. Elles en délimitent les contours et les ombres. J'avais l'impression de voir un papier crayonné au fusain. En Islande, on sent déjà bouillonner la vie, prête à éclater et à peupler la terre. Dans ce pays, nous pouvions filmer cette terre extrêmement primitive et violente, et en même temps une nation moderne, où l'on utilise les ressources que la terre donne. Tout le pays se chauffe en récupérant la chaleur de la terre et en tire son électricité. De l'autre côté de la planète,
L'Antarctique est la terre vierge par excellence. Une masse de glace gigantesque, épaisse de plusieurs kilomètres et 25 fois plus grande que la France. Avec les glaces du pôle Nord, elle équilibre le climat. C'est le continent des extrêmes, où l'homme n'a jamais pu s'installer. Je sentais que les images que l'on tournait étaient uniques, et j'étais très frustré qu'elles ne trouvent pas leur place dans Home. L'Antarctique est entièrement recouvert de glace, sauf ici dans les vallées sèches. C'est ici que les Américains ont testé leurs engins pour aller sur la Lune. C'est l'endroit le plus sec, le plus venté au monde et où il y a le moins de vie au monde. C'est pourquoi on les appelle les vallées sèches. Le vent est si fort que la neige ne tient pas. Très longtemps, on a cru l'Antarctique protégée de la fonte des glaces. Il ne l'est plus. Même ici, le changement climatique se manifeste. La banquise qui entoure le continent et retient la calotte glaciaire commence à se disloquer. Aujourd'hui, on connaît les causes de tous ces dérèglements. En Chine, par exemple, on ouvre chaque semaine 2 nouvelles centrales à charbon. La Chine est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde. Elle est une plateforme du commerce mondial et sa croissance est époustouflante. La plus grosse population du monde pour faire carburer l'atelier du monde. À Shanghai, les matières premières arrivent de la terre entière par milliers de tonnes. Et en quelques années, 3 des 5 premiers ports mondiaux sont devenus chinois. Tous les jours, des nouveaux bateaux sortent des chantiers pour livrer le monde. Savez-vous que la plus grosse ville du monde est désormais chinoise ? 34 millions d'habitants, plus de la moitié de la France dans une seule ville. Et pourtant, peu de gens connaissent son nom. C'est Chongqing. Quand j'ai tourné ces images, je n'en revenais pas. En Chine, on est capable de fermer une autoroute pour faire sécher du maïs. Ça montre bien qu'il n'y a rien de plus important que de se nourrir. C'est un pays que l'on connaît mal, un pays de contraste que je rêvais de filmer. Pendant des années, la Chine a été fermée aux journalistes. Pour moi, photographe, c'était la zone interdite. La photographie aérienne est souvent assimilée à de l'espionnage, et j'ai mis 20 ans à obtenir les autorisations de survol. Mais tout ce que nous avons tourné a été visé par la sécurité militaire. Quel privilège de survoler la muraille de Chine, la plus grande construction humaine, qui file sur plus de 8800 km. 8800 km, pour vous donner une comparaison, c'est la distance de Paris à San Francisco à vol d'oiseau. Pendant plus de 2000 ans, les Chinois ont construit et reconstruit des pans entiers de cette muraille. Mais quand je la regarde, je ne peux pas m'empêcher de penser aux 10 millions de personnes qui sont mortes pour la bâtir. 10 millions. C'est la plus grande construction humaine et c'est sans doute aussi l'un des plus grands cimetières du monde. Vu du ciel, les frontières n'existent pas. J'ai toujours été fasciné par les murs que nous créons.
Dans cette forêt, par exemple, se cache une frontière presque hermétique, la DMZ ou zone démilitarisée. Elle sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord depuis plus de 50 ans. C'est la première fois qu'elle a été filmée. La sécurité militaire a visé tous les films et nous en a confisqué 70%. 240 km de barbelés, l'un des lieux les plus minés du monde est surveillé jour et nuit par des milliers d'hommes. D'un côté, un pays interdit qui s'est enfoncé dans la misère, et de l'autre, un pays qui s'est ouvert sur le monde et qui est devenu riche. Les Coréens du Nord sont des millions à vouloir rejoindre leur famille et le miracle industriel sud-coréen. Je pouvais voir comme en Chine, les bateaux fabriqués par centaines. C'est l'un des plus gros chantiers navals du monde. Cette richesse a un prix, celui de la pollution. La capitale, Séoul, est l'une des villes les plus polluées du monde. Qui pourrait croire que cette pollution, on la retrouve ici, dans les montagnes les plus hautes du monde et dans cette terre d'apparence si pure au Népal? Depuis que nous avons tourné ces images, des études ont montré que l'air au sommet de la chaîne de l'Himalaya était aussi pollué que celui de nos villes. Cette pollution est amenée par les courants atmosphériques qui se bloquent sur les montagnes. Mais nous ne pouvions pas filmer les sommets les plus hauts. Avec l'hélicoptère, nous sommes limités à 5500 mètres d'altitude. Au-delà, l'air est trop rare pour porter l'hélico. Déjà, à cette altitude, nous ne respirons qu'avec des masques à oxygène. Je venais ici pour parler du changement climatique et de ses conséquences si inquiétantes sur l'eau. Les scientifiques estiment que la plupart de ces glaciers risquent d'avoir disparu avant 2035. Ce n'est que dans 25 ans. Ça paraît invraisemblable. Ces glaciers sont la source de la plupart des grands fleuves d'Asie. Et près de 2 milliards de personnes en dépendent pour leur eau et irriguer leurs champs. La première fois que je suis venu au Népal, il y a 15 ans, on ne parlait pas encore de tous ces phénomènes. Ce qui m'avait fasciné alors, c'était ces flancs de montagne sculptés par l'homme pour y fabriquer des sols et pouvoir les cultiver. À chaque fois que je les survole, je ne peux m'empêcher de penser à ce chiffre. 98% des agriculteurs du monde travaillent à la main ou avec des animaux. Si on n'a pas ce chiffre inscrit dans la conscience, on ne peut pas comprendre le monde. En allant en Inde, je voulais montrer un désastre qui s'annonce déjà, celui de la pénurie d'eau. Et encore et toujours, j'y trouve le travail de l'homme. Les femmes marchent des heures pour aller chercher de l'eau dans les puits souvent éloignés des villages. Le développement de l'agriculture intensive depuis les années 1960 a sauvé le pays de la famine, mais il a aussi vidé doucement et sûrement les nappes. Il faut creuser chaque année de plus en plus profondément les puits pour avoir de l'eau. Pour tirer du ciel l'eau qu'il n'y a plus sous terre,
On aménage des retenues d'eau pour recueillir les eaux de pluie de la mousson. J'ai été sous le choc quand j'ai découvert comment on les creusait. Regardez bien la taille de ce bassin et regardez maintenant qui le creuse. Ce sont les paysannes, à la main. Chez nous, on a oublié l'importance de l'eau. J'avais le souvenir des couleurs de l'Inde, toujours éblouissantes, les filatures de coton du Rajasthan, les teintures. Quelle chance d'avoir trouvé ces images. Et derrière ce côté très artisanal, se profile un pays en pleine mutation qu'on connaît mal. En 2012, la population de l'Inde dépassera celle de la Chine. Bombay est devenue une métropole mondiale. Des millions de gens et une plateforme boursière parmi les 10 plus puissantes de la planète. De plus en plus d'argent, de plus en plus de monde et de moins en moins d'eau. Et en Indonésie, ce sont de moins en moins d'arbres. Je venais filmer la déforestation pour la culture du palmier à huile. L'huile de palme est la première huile consommée au monde, et on la retrouve désormais dans la plupart de nos aliments. Je savais que c'était ici que les images seraient les plus spectaculaires. Mais je ne m'attendais pas à ces tracés. Ils dessinent un squelette. J'ai discuté avec un ouvrier de ces chantiers. Je lui parlais de déforestation, disparition des orang-outans, et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu viens me raconter du haut de ton hélicoptère ? Moi, je suis sur mon tracteur, je dois nourrir ma famille. » Il m'a invité à manger chez lui sur la rivière qui est toute rouge, de la terre qui part des collines parce que la forêt ne la retient plus. Dans l'unique pièce, il y avait une télévision à écran plat. Sa femme nourrissait son bébé et regardait une série américaine, grâce à leur antenne satellite, une des premières choses qu'ils avaient achetées. J'ai bien vu que notre mode de vie était leur modèle. Tout le monde veut vivre comme moi, comme nous. Qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? J'étais encore là confronté au paradoxe de notre discours. Égalité de consommation d'un côté et préservation des ressources de l'autre. La beauté des paysages indonésiens tient à ces volcans. L'Indonésie est l'archipel le plus volcanique du monde. Il est situé sur l'une des failles les plus actives de la planète qui traverse toute l'Asie. Souvenez-vous des derniers tsunamis. C'est une terre qui bouge. Mais il n'y a pas que les tremblements de terre. Il y a aussi d'autres catastrophes. Ce volcan-là est né en 2006. Il s'appelle Luzi de Lou pour boue et de Si pour Sidoarjo, la ville dans laquelle il a fait son apparition. La boue a envahi le village. C'est en forant pour chercher du gaz que ce volcan est apparu. Le forage a probablement fragilisé le sous-sol et entraîné la percée d'une nappe d'eau profonde et sous pression. L'eau a jailli en entraînant les sédiments. Depuis 2 ans que nous avons tourné ces images, toutes les villes alentours ont été sinistrées.
personne ne sait combien de temps ce flot de boue s'écoulera encore, ni comment l'arrêter. En Thaïlande, dans cette magnifique baie de Phang Nga près de Phuket, je voulais parler de la disparition de la mangrove, dont la superficie a diminué de moitié sur la planète en un siècle. La mangrove, cette forêt étonnante qui pousse dans la mer et tapisse les eaux tropicales. Elle rend les eaux très poissonneuses et elle sert de refuge aux crustacés, aux mollusques et aux alevins. Depuis toujours, des peuples vivent de ces ressources. La mangrove leur fournit la nourriture mais aussi le bois, les ressources médicinales, les fibres pour les cordages. Toute leur culture s'est développée autour de la mangrove. Depuis 25 ans, la richesse de ces eaux attire les industries de la crevette. Il y a des millions de crevettes là-dessous. Pour les maintenir en vie, on charge les eaux d'antibiotiques et on doit oxygéner les élevages en continu. Le nettoyage augmente encore la pollution. Les élevages de crevettes sont aujourd'hui les premiers responsables de la déforestation des mangroves. On envoie les crevettes dans le monde entier et non loin sur les plages, nous avons filmé les touristes qui viennent du monde entier. Les touristes au Costa Rica, on les voit dans la forêt primaire. Le Costa Rica, c'est le paradis de l'écotourisme. Un tourisme plus responsable qui rapporte des devises tout en permettant de conserver les ressources. Il est incroyable de penser que la forêt du Costa Rica possède 5% de la biodiversité mondiale. Y a-t-il un meilleur moyen pour sentir l'importance primordiale des arbres que de s'en approcher ? Comment se rendre compte dans nos villes que nous dépendons de forêts situées à des milliers de kilomètres de nous ? Elles stockent le carbone dans les troncs, les branches, les racines et en contiennent davantage que toute l'atmosphère. Elles interviennent dans le cycle de l'eau et de la nourriture. Quand on les détruit, ce sont ces cycles que l'on casse. Je voulais absolument filmer le Costa Rica, ce pays qui tente un autre modèle de développement malgré sa pauvreté. La conservation comme progrès, mais aussi, et ça c'était très important, l'éducation plutôt que l'armée. Oui, le Costa Rica est le seul pays qui a décidé de ne plus avoir d'armée. Mais c'est une utopie que ne partage pas le reste du monde. J'avais déjà photographié ces bombardiers à Tucson, en Arizona, stockés en plein milieu du désert pour être réutilisés. C'est graphique, mais c'est laid. Comment trouver beau ces oiseaux de mort ? Selon Al Gore, le seul argent de la guerre en Irak aurait permis d'équiper tous les toits américains de panneaux solaires. Quand on vole au-dessus des États-Unis, on sait que les images seront spectaculaires. Les États-Unis occupent pratiquement toutes les premières places, bonnes ou mauvaises.
première puissance militaire, la plus grande démocratie du monde et un symbole de liberté. C'est le plus gros consommateur de la planète, mais aussi le pays qui a inventé les premières réserves naturelles, comme le parc de Yellowstone. Le geyser du Grand Prismatique est un des endroits mythiques pour les photographes aériens, car ses couleurs incroyables ne sont visibles que du ciel. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en passe de devenir la première puissance en énergie renouvelable. Regardez le Texas et la Californie, États pétroliers s'il en est. Ce sont maintenant les premiers États éoliens du pays. Et ils continuent leur mutation avec l'énergie solaire. Mais c'est quand même un pays qui s'est bâti sur le pétrole et qui est encore bien dans le pétrole. L'énergie est aujourd'hui au cœur de mes interrogations, comme elle a été au cœur du film Home. Je sais bien que le pétrole a bien sûr amené un progrès à l'humanité, sans comparaison avec aucune autre période de l'histoire. Mais avec quels excès? Ces élevages industriels, par exemple, qu'on n'avait pas le droit de filmer, ils n'existent que grâce au pétrole. Il faut 2 litres de pétrole pour produire 1 kg de viande. Quand on voit ça, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon métier me l'a bien appris. Quand on n'a pas le droit de filmer, c'est qu'il y a un problème. Mais même sans autorisation de filmer et avec un procès à la clé, mon métier, c'est de montrer ces images. Savez-vous par exemple que l'élevage industriel produit plus de gaz à effet de serre que tous les modes de transport réunis? Et ici comme chez nous, environ 60% des céréales servent à nourrir les animaux. Et c'est bien pour ça que toutes les associations écologistes nous disent de manger moins de viande. Je vais vous raconter une petite histoire de mondialisation, celle du coton. Elle parle bien du problème des paysans d'un côté et de la dégradation des ressources de l'autre. Le coton a besoin de chaleur et d'eau. Aux États-Unis, il est irrigué par la nappe d'Ogallala, qui abreuve près du tiers du territoire américain. Pompée pour l'agriculture, son niveau ne cesse de baisser. Elle menace de s'épuiser. Et c'est toujours la même histoire, ici aux États-Unis comme en Inde. Les États-Unis sont les premiers exportateurs de coton. Les producteurs s'agrandissent encore et sans dette pour s'équiper, mais ils ne s'en sortent pas. Pour les soutenir, le gouvernement débourse des milliards de dollars de subventions chaque année. Ces paysans américains reçoivent en un jour ce que gagnent leurs collègues, les producteurs de coton africains, en un an. Ici, pas d'irrigation. Le climat est adapté à la culture du coton. La récolte se fait à la main et toute la famille s'y met. Le coton, c'est la principale richesse du pays. Sur le marché mondial, la balle de coton semée, récoltée à la main, se retrouve à côté du sac de coton subventionné américain. Ils sont vendus au même prix. La différence, c'est que dans le sac africain, il y a 2000 fois plus d'heures de travail que dans l'autre. Et quand les cours chutent, le prix du coton est trop bas pour faire vivre les familles. Comble du paradoxe ou de l'ironie. Ce coton part au bout du monde et quand il revient, c'est sous forme de fripes, nos vieux vêtements que nous abandonnons à l'Afrique. Le désastre du coton ne s'arrête pas là. Le Kazakhstan est un autre pays du coton. La main-d'œuvre ouvrière est mal payée. Et à l'heure de la récolte, les écoles sont fermées pour envoyer les enfants au champ. L'irrigation est massive. Le coton kazakh, comme celui d'autres pays qui utilisent les mêmes procédés, casse tous les prix du marché. Et c'est pour ça qu'on subventionne, aux États-Unis ou en Europe, et qu'on crève de faim, même si on est paysan dans les pays les plus pauvres du monde. Et c'est sans compter les désastres écologiques.
Ici coulait un fleuve, le Sirdaria. Son flux a été bloqué pour l'irrigation. Il alimentait une mer, la mer d'Aral. Elle a perdu la moitié de sa surface, 75% de son volume en eau. Difficile d'imaginer qu'autrefois ce village était un port. Le rivage de la mer a reculé de 80 km. On est devenu si puissant qu'on est capable de vider une mer comme on vide une baignoire. On nous parle si souvent de la catastrophe annoncée sans pouvoir l'imaginer. Eh bien ici, à Aral, elle a eu lieu. Il y a 4 ans, le gouvernement kazakh et des fonds internationaux ont restitué une partie de l'eau au fleuve et ont construit un barrage à l'endroit le plus étroit de la mer. L'eau revient, et avec elle les poissons, encore plus vite que tous les scientifiques ne l'imaginaient. La nature a une capacité de récupération étonnante. Parti pour filmer un désastre, j'étais heureux de trouver un exemple positif. L'eau. Pour en parler, nous avions besoin d'images spectaculaires. Quel meilleur endroit que les chutes d'Iguassou situées à la frontière du Brésil et de l'Argentine. Nous avons filmé pendant des heures, comme hypnotisés, fascinés. Les chutes d'Iguassou recueillent les eaux du nord-est brésilien. 275 cascades tombent ici. Des millions de gens viennent de la terre entière pour les admirer. Mais pour la petite histoire, les hôtels de luxe du site n'ont pas de station d'épuration et les eaux usées sont rejetées directement dans la rivière, au cœur de la réserve, pourtant classée patrimoine mondial de l'humanité. Encore un paradoxe ? Au Brésil, nous avons filmé la naissance du fleuve Amazone. À gauche, les eaux de la rivière Solimões, à droite, celle du Rio Negro. Le Solimões est chargé des limons qui lui donnent sa couleur rouge, le Rio Negro de débris végétaux qui lui donnent sa couleur noire. Sur des kilomètres, les eaux ne se mélangent pas et coulent ainsi distinctement dans le même lit, celui qui formera l'Amazone, le fleuve le plus puissant du monde. L'Amazone est séparée par une barrière de montagne de la plus vaste zone humide du monde, les marais du Pantanal. En photographie aérienne, on recherche les zones humides. Avec leur mélange de terre, d'eau et de ciel, on sait d'emblée que ce sera magnifique. Et surtout, je voulais venir ici parce qu'on ne connaît pas assez leur rôle. Ça ressemble à nos reins et ça fonctionne comme nos reins. Ces îlots de végétation sont comme des cellules d'épuration. Ces canaux comme nos vaisseaux. Et parce que leur structure est la même, leur fonction est la même. Ils filtrent, ils épurent. Partout sur la Terre, je vois l'unité du vivant. Et souvent en aérien, on produit des images qui rejoignent celles de la photographie microscopique.
Les mêmes motifs se répètent, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Même si ces paysages de Sibérie ressemblent à ceux du Pantanal, il y a une grande différence. Car sous cette eau, il y a de la glace. Les sols restent en permanence gelés en profondeur. C'est le fameux permafrost. Quand ces sols dégèlent, ils libèrent un gaz 23 fois plus puissant que le CO2, le méthane. C'est aujourd'hui la terreur des scientifiques en cas de réchauffement. Cette région est l'une des principales réserves de gaz et de pétrole de la Russie. Nous sommes au-dessus des gisements de Surgout, d'où vient une bonne partie du gaz que l'on consomme en Europe. Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, et le gaz qui passe dans ces tuyaux va peut-être rentrer chez moi. Les végétaux des marais s'accumulent et forment ces sols vaseux qui semblent solides, mais où il était impossible de poser l'hélicoptère. Je n'avais jamais vu des sols comme là-bas. La Sibérie est une des régions du monde où il y a la plus grande amplitude thermique. On passe de plus 40 degrés en été à moins 40 degrés en hiver. C'est la température qu'il faisait quand nous avons filmé le lac Baïkal. Quel spectacle! C'est le lac le plus profond et le plus ancien du monde. C'est aussi l'une des plus importantes réserves d'eau douce de la planète. Ces eaux sont si pures que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de fond. Avec les écarts de température, la glace craque, se faille, se ressoude et d'immenses motifs se forment. Les dessins se superposent en couches sur toute l'épaisseur. Je ne l'avais jamais survolé, j'étais stupéfait. J'avais l'impression de voler au-dessus d'un tableau de Pollock en noir et blanc. Encore une histoire de glace. Mais ici, nous sommes plus au nord, en Arctique, dans les eaux canadiennes où l'on voit la glace fondre d'année en année. Dans cette image, le beau est au service du message. La banquise a fondu, laissant place à l'eau sombre qui absorbe les rayons du soleil, alors que la glace blanche est renvoyée vers le ciel. La mer se réchauffe encore plus et la fonte des glaces s'accélère. Résultat, de nouveaux chemins s'ouvrent qu'on croyait inaccessibles. La banquise bloquait le passage du nord-ouest qui relie le Pacifique à l'Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il se libère. Ce bateau l'emprunte pour une des premières fois. Et là, j'ai vu la rapidité du changement. La fonte modifie complètement les voies commerciales mondiales. Les Inuits subissent déjà les conséquences des dérèglements climatiques. La banquise, c'est leur territoire de chasse et leur voie de communication. On voit combien ces gens sont pénalisés par la fonte des glaces. Leurs déplacements sont devenus beaucoup plus difficiles. C'est devenu moitié scooter, moitié bateau. J'ai photographié le Groenland il y a 20 ans.
J'étais stupéfait de voir aujourd'hui l'augmentation du nombre et de la taille des rivières qui coulaient à sa surface. On vit un vrai changement d'échelle, je le vois. Ce bleu est la couleur de la glace très ancienne, qui a perdu tout oxygène sous la force des compressions. Les icebergs jetés à la mer sont désormais si nombreux qu'ils forment un chaos qui bloque certains ports. Nous avons filmé pendant des heures ces icebergs. J'avais l'impression de voir des œuvres uniques, sculptées par les vents. Le nord est fragile. Tout est plus lent ici. Les arbres mettent 100 ans à pousser. C'est la forêt primaire de la toundra. Les premiers arbres qui apparaissent à la limite du cercle polaire. Au loin, à l'horizon, en pleine forêt, on voit l'exploitation du pétrole le plus sale du monde. Cette usine est très célèbre, très récente et l'une des plus chères de la planète. Elle est située sur le gisement des sables bitumineux d'Alberta, au Canada. Ces sables ne sont pas une source de pétrole ordinaire. On ne le pompe pas. C'est du pétrole qui s'est solidifié après avoir jailli à l'air libre il y a plusieurs millions d'années. C'est une mine à ciel ouvert. Regardez ces camions. Ils sont plusieurs fois hauts comme un homme. Ils sillonnent la mine 24 heures par jour, 7 jours par semaine, hiver comme été. Ils ne s'arrêtent que lorsque les cours du pétrole mondial baissent et que l'exploitation n'est plus rentable. Cet endroit est considéré par les écologistes canadiens comme un désastre. Pourquoi ? Parce que les produits chimiques que l'on utilise pour extraire le pétrole sont rejetés directement dans l'air, dans les sols et dans les rivières. C'est une des pires pollutions qu'on puisse imaginer. Un mélange de résidus de pétrole, ajouté de sulfure, de solvants qu'on réincorpore au sable. Mais sous la lumière du soir, il s'irise et évoque l'or. Là encore, je me trouvais en plein paradoxe. C'était sublime, alors que c'est de la merde. La preuve, regardez ce petit point rouge. C'est un épouvantail pour chasser les oiseaux. Parce que le moindre oiseau qui se pose ici meurt. Encore le pétrole. Au Nigeria, il est dans le sous-sol. Et j'étais content d'avoir trouvé ces plans inattendus de torchères au milieu de la forêt. On avait à la fois le pétrole et son origine, le végétal. Ces images disaient tout. Les plateformes offshore qui exploitent le pétrole en mer sont aussi nombreuses au Nigeria. C'est le premier pays pétrolier d'Afrique. On trouve du pétrole partout et pourtant, c'est encore l'un des plus pauvres. Je voulais montrer cette malédiction du pétrole. Comment un pays si riche en ressources peut à ce point s'enfoncer dans la misère ? Tu pars filmer avec une intention. Tu cherches. Et tout à coup, l'image est devant toi, comme si elle était faite pour toi. Elle est évidente, elle dit tout. Devant, la misère de la population. Au fond,
les richesses du pays qui partent et dont ses habitants ne profitent pas. On comprend pourquoi ce pays de 150 millions d'habitants est dans une guérilla permanente. Les richesses ne sont pas partagées. Le résultat, c'est la capitale, Lagos. La mégapole qui croît le plus vite au monde. Mais on parle de quelle croissance? Elle va surtout devenir le plus grand bidonville du monde. Un pays riche sur le papier et dont la capitale compte le moins de policiers par habitant et le moins d'instituteurs. C'est le symbole d'une catastrophe annoncée. Le Mali, c'est une autre histoire, une autre Afrique. J'adore cet endroit. Et j'avais envie de le filmer juste pour sa beauté, celle de ses paysages et de ses habitants. Ici, on survole la falaise de Bandiagara, dans le pays d'Ogo. Même si ça ressemble à un jardin d'Éden, on sait bien que c'est pas un monde idéal. La vie est difficile, sans aucune marque du modernisme. Le travail des bras, la marche, les heures pour aller chercher l'eau. Ces femmes étaient si occupées qu'elles n'ont même pas entendu l'hélicoptère. Ça n'arrive presque jamais. On a sous les yeux un retour vivant du passé. Plus à l'ouest, le fleuve Niger forme une boucle en plein désert. Dans ce delta, les hommes sont installés depuis longtemps. Avec leur village au bord de l'eau, leur architecture sortie tout droit de terre, ce sont des civilisations millénaires, zones de confluence entre l'Afrique noire et le Maghreb, des villes de commerce et d'échange qui ont depuis toujours attiré les voyageurs, les intellectuels et où les cultures se sont mêlées. La mosquée de Djenné est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On trouvait là les universités parmi les plus anciennes du monde. J'adore les gens là-bas, un lieu où de tout temps, les caravanes de dromadaires ont croisé les pirogues. Ces gens avec leurs bateaux naviguent exactement comme les premières personnes naviguaient il y a des milliers d'années avec les moyens du bord. Maintenant, les voiles sont fabriquées à partir de sacs récupérés de l'aide alimentaire. Mais avant, ce devait être autre chose, comme des fibres de papyrus. Le bétail ici suit partout les hommes. C'est leur principale richesse. Mais à l'instant où je vous parle, 2 ans après avoir tourné ces images, je suis revenu dans cette région. Ce que j'y ai découvert m'a horrifié. Le pays a subi une très grande sécheresse, suivie de très fortes pluies. La moitié du bétail est mort. Et toi, qui m'as offert une des plus belles images du film, grâce à ton sourire, je m'inquiète pour toi et j'ai envie de te dire que je t'aime. Car tu ne le sais pas, nous faisons partie de la même famille.
Paris, c'est ma ville. Voici l'endroit où je suis né, où j'ai grandi. Paris, c'est chez moi, mon home à moi. Après avoir découvert la photo au Kenya, c'est à Paris que j'ai commencé mes premières images aériennes hors des réserves naturelles. C'est mon territoire, je le connais par cœur. Pourtant, quand je l'ai survolé pour la première fois, je l'ai redécouvert. Dès qu'on s'élève, même ce qui est familier apparaît différent, nouveau. Beaucoup de choses invisibles à hauteur d'homme se révèlent vues du ciel. En survolant ma ville, je vois son passé. Je pense aux gens qui l'ont fondée. C'était une tribu de pêcheurs. Paris, pour eux, c'était d'abord un fleuve. Ils en dépendaient pour se nourrir. C'était des marécages et le bois des forêts pour se chauffer, comme je le vois encore dans tant d'endroits du monde. Il en a fallu du temps pour bâtir Paris. Notre-Dame s'est construite en 170 ans. Et aujourd'hui, on fait une tour à la Défense en 2 ans. J'ai passé la moitié de ma vie à survoler la planète et les hommes qui l'habitent. Tout ce que j'ai appris en Afrique avec les animaux, je l'ai transposé à la photographie aérienne. Le travail de la lumière et des ombres, l'utilisation du téléobjectif pour aller chercher le détail. Pour moi, vu d'en haut, les villes font intégralement partie de la nature. Elles sont comme des fourmilières au milieu de la forêt. Pour construire ce film, Home, je suis retourné dans les pays que j'avais traversés pendant mes 30 ans de photographie. Et dans chacun, j'ai trouvé un reflet des enjeux de notre époque ou de mes questionnements. Et on va continuer ce voyage. Vu du ciel, on voit tant de choses. On comprend très vite comment les gens vivent, comment ils se déplacent, quelles sont leurs religions, leurs métiers, leur niveau de vie. Et c'est pour ça que, comme tout le monde, j'aime voir les choses d'en haut. Et on va continuer notre voyage en Afrique. On se croirait en Suisse, mais on est au Swaziland. C'est un tout petit pays enclavé, au sud du continent, montagneux et vert. Sur les flancs des collines et dans les plaines, on a découvert ces champs. On dirait des coups de pinceau tracés sur le sol. On voit immédiatement que ce n'est pas fait avec un tracteur, mais avec la main de l'homme et ses animaux.
Le dessin est irrégulier, flou. En tant que photographe, je recherche en permanence ce graphisme que m'offre le travail de la terre. Du ciel, l'agriculture est partout. Et la terre semble souvent un immense champ cultivé. Quand on regardait ces enfants qui nous appelaient en faisant des signes, on avait tous conscience que ce pays est celui où l'espérance de vie à la naissance est la plus faible au monde, 32 ans. Oui, 32 ans. Et c'est à cause du sida. C'est juste un chiffre sur les rapports de l'ONU. Et c'est pour cela que je voulais venir ici et vous le montrer. Pour mettre des visages sur ce chiffre. Encore un chiffre d'un rapport de l'ONU. L'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire du monde. Et pourtant, Mandela a aboli l'apartheid il y a 15 ans. Mais l'apartheid de l'argent existe toujours. Banlieue résidentielle d'un côté, bidonville de l'autre, comme on le voit se développer dans tant d'endroits du monde. Du ciel, on perçoit la situation d'un coup d'œil. C'est aussi un pays qui bénéficie de conditions naturelles exceptionnelles. Situé à la pointe sud de l'Afrique, il est baigné par les courants de 3 océans, l'océan Indien, l'Atlantique et l'Austral. Et ça rend les eaux très poissonneuses. Les colonies de mammifères marins sont établies depuis très longtemps ici. Sur ces images, on a le sentiment d'un petit paradis pour les otaries. Mais les colonies se réduisent d'année en année. Elles sont victimes de la surpêche au large qui épuise leur nourriture. Et en plus, elles doivent affronter les pêcheurs qui les harcèlent sur leurs rochers. Nous sommes en compétition permanente avec les autres espèces. Rendez-vous compte, il ne reste plus qu'1% des colonies d'otaries d'origine. La chance de celles-ci, c'est le tourisme. Elles sont un lieu d'attraction des visiteurs et on a protégé ce dernier rocher. Derrière la brume, ces arbres sont des eucalyptus. Ce que je constate, c'est que partout où je vais dans le monde, je vois des plantations d'eucalyptus. Pourquoi? Parce qu'on le cultive pour fabriquer de la pâte à papier. La consommation de papier a été multipliée par 4 en 50 ans. Et un eucalyptus met seulement 10 ans à pousser. Mais à ses pieds, pas grand-chose ne pousse. Il y a très peu de biodiversité. Une forêt ne remplace pas une autre forêt. Quel contraste entre la République dominicaine et Haïti, qui se partagent pourtant la même île, la même terre dans les Antilles. En République dominicaine, la forêt a été préservée.
Mais dès qu'on franchit la frontière, quelle désolation. La raison, c'est le charbon de bois. 80% de la population n'a pas d'autre énergie. Il y a presque plus d'arbres. Pour les paysans de Haïti, la production de charbon de bois était un complément aux récoltes. Mais maintenant, les terres s'érodent tant qu'ils n'arrivent presque plus à les cultiver. Le charbon de bois est désormais leur principale source de revenus. C'est un cercle infernal. Ils déforestent de plus en plus pour survivre et les terres sont de moins en moins productives. Le pays est si pauvre que le charbon de bois est la principale marchandise échangée sur les marchés de Port-au-Prince, la capitale. Port-au-Prince est devenu un vaste bidonville qui concentre près de la moitié de la population. Le pays dépend maintenant de l'aide étrangère pour survivre. Mais quel avenir pour ces gens ? On a l'impression que la seule solution pour eux, c'est de partir ailleurs. Mais qui veut les accueillir ? Madagascar à l'est de l'Afrique. L'île de Madagascar est un autre pays très pauvre qui subit les conséquences de la déforestation suite aux habitudes ancestrales des cultures sobrullies. Contrairement à Haïti, c'est un pays encore très rural. Et je suis toujours touché par l'accueil des Malgaches, qui sont d'une rare gentillesse. En passant près de la capitale, Antananarivo, nous avons vu cette briqueterie. Du ciel, on avait l'impression de voir une cité émerger d'un chantier de fouilles archéologiques. Pour compléter leurs revenus, les paysans fabriquent des briques qui vendront à la capitale. Le procédé qu'ils utilisent est d'une ingéniosité remarquable. Les briques séchées sont empilées selon un ordre très précis qui aménage des âtres et des conduits de tirage pour répartir la chaleur. Aletsingi. Ça, c'est un endroit que j'adore. Tsingi, ça veut dire, en malgache, sur la pointe des pieds. Ça me fait toujours penser à New York. Un New York de pierre. C'est une forêt de pics absolument impénétrable pour l'homme. Dans les sillons même des pierres, les arbres prennent racine jusqu'au sommet de ces pics. C'est une pierre tranchante mais douce. Ces roches sont constituées d'anciens coraux érodés par l'eau et par le vent. Lors de leur formation, les coraux absorbaient le carbone de l'atmosphère dissous dans l'eau des océans pour fabriquer leurs coquilles calcaires. Encore une fois, c'est incroyable de penser que tout le calcaire présent sur Terre est une fabrication des êtres vivants. Ces sculptures, c'est l'empilement de leurs squelettes. Et beaucoup plus au nord, le Tchad. Les volcans du Tibesti me rappellent, comme en Islande, ce qu'était la Terre avant l'installation du vivant. Une planète minérale, inhospitalière.
C'est une région encore très déstabilisée par les rébellions. Et nous avons dû tourner ces images en avion. L'hélicoptère aurait été trop dangereux. Dans ce pays enclavé du cœur de l'Afrique, il existait un océan intérieur, le lac Tchad, qui baignait 4 pays différents. Il est peu profond et son niveau a toujours naturellement varié. Mais depuis les années 1960, il s'est rétréci de 95%. Il reçoit moins d'eau des rivières qu'il alimente pour des raisons climatiques, mais surtout car elles sont en partie détournées pour l'irrigation. Et c'est toujours la même histoire, comme on l'a vu en Inde ou au Kazakhstan. Les tribus d'ici sont pourtant habituées aux fluctuations naturelles du lac. Elles ont développé depuis des siècles un mode de vie tout à fait adapté à ce milieu. Certaines sont sédentaires et habitent les îles. Mais avec l'assèchement, les îles sont désormais rattachées à la terre. Ces peuples vont-ils pouvoir cohabiter encore avec les autres tribus? Et que se passera-t-il si le lac disparaît complètement? Les vaches que vous voyez ne vivent qu'ici. Ce sont des kouris. Leurs cornes servent de flotteurs. Elles sont adaptées à la nage et elles vont d'îlot en îlot pour leur pâturage. Le soir, pour les protéger des moustiques, les éleveurs allument des feux et les vaches viennent se réfugier elles-mêmes sous la fumée. Je voyais toujours des feux au Tchad et des vaches dessous. Et j'ai mis longtemps à comprendre les raisons de ces pratiques. On a sous les yeux une catastrophe écologique annoncée. C'est une mer d'Aral, moins spectaculaire, mais tout aussi ample, et dont on parle peu. Dans un film sur l'état du monde, il était indispensable pour moi de filmer ces gigantesques camps de réfugiés du nord-est du pays, près de la frontière soudanaise. 350 000 personnes vivent ici, en plein désert, réparties en 10 camps. La plupart viennent du Darfour, au Soudan, et de la République centrafricaine. Mais pas seulement. Les Tchadiens viennent aussi s'installer ici, car ils ont accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, à la nourriture, qu'ils n'ont pas dans leur village. Mais il n'y a rien sur place pour faire vivre ces camps. Toutes les ressources y sont amenées. Même l'eau arrive souvent par camion. Comme à Haïti, ils sont complètement dépendants de l'aide internationale. Et je me demande ce que cela peut faire, de naître et de grandir dans un endroit comme ça, qui vit complètement de l'aide extérieure. Quelle vision du monde cela donne? Quel métier peut-on y exercer? Quel avenir peut-on avoir? C'est fou de se dire que ces gens ne repartiront sans doute jamais et que ces camps deviendront des villes. Et depuis 2008, l'année où on a tourné ces images, près de 20 millions de personnes ont dû quitter leur terre à cause du changement climatique. Je pense que c'est un tournant de notre histoire. Les problèmes climatiques deviennent plus importants que les problèmes de conflit. La Mauritanie est un autre pays du désert, sublime. Je rêvais de pouvoir filmer un jour un avion dans le désert et de suivre son ombre qui saute les dunes. Au soleil couchant, elles sont sculptées par la lumière et leurs motifs semblent se répéter à l'infini. Comme toujours, c'est la lumière qui fait une image.
Une image de désert a besoin de dromadaires. Les Mauritaniens en ont encore beaucoup. Quel animal pourrait être plus apte au désert? Le dromadaire est à lui seul une leçon d'évolution que l'on pourrait lire dans un livre d'école. Sa robe claire réfléchit les rayons du soleil. Ses hautes pattes le protègent de la chaleur du sol. Et ses flancs effilés offrent le moins de surface au rayonnement intense. Au retour de Nouakchott, la capitale mauritanienne, nous avons aperçu cette mince ligne entre les dunes, comme une colonne de fourmis. C'était une vraie caravane, d'une centaine de dromadaires entièrement chargés. De quoi? Je ne saurais jamais. C'était un spectacle d'un autre temps, comme sorti d'un conte des mille et une nuits. Et puis, juste après, nous sommes tombés sur ce train, une caravane des temps modernes. Ce train est réputé d'être le plus long, le plus lent et le plus lourd train du monde. Il charge de minerais issus des mines de Zouélat au nord du pays pour rejoindre les bateaux du port de Nouadhibou et fournir l'Europe en fer. Lorsqu'il s'arrête ou ralentit, les voyageurs de fortune grimpent à son bord. Jusqu'à Nouadhibou, premier port de pêche de Mauritanie, est situé à côté de l'une des plus belles zones humides de la côte africaine, le banc d'Arguin. Au large des côtes mauritaniennes, les courants froids de l'Atlantique Nord croisent des courants chauds et les eaux remontent des profondeurs chargées de nutriments. Les eaux ici sont très poissonneuses et les bateaux de pêche industriels se pressent au large de la Mauritanie. Je devais parler de la surpêche et je voulais filmer la remontée d'un filet sur un bateau industriel. Ça a été un de nos gros problèmes. Pendant 2 ans, nous avons demandé des autorisations dans le monde entier sans qu'aucun armateur, même européen, n'accepte de nous prendre à bord. Et c'est seulement dans les tout derniers jours du tournage du film que nous avons eu enfin un accord en Mauritanie. Comme toujours, là où on pense qu'il y a problème, on n'a pas le droit de filmer. Et on comprend pourquoi. Regardez la taille de ces chalutiers, de ces filets. Les poissons sont écrasés par la pression. La pêche artisanale représente quant à elle 96% des pêcheurs et pourtant, elle ne prélève que 30% des poissons. Elle souffre de la concurrence car les stocks diminuent drastiquement. À Kayar, près de Dakar, au Sénégal, les pêcheurs répartissent le poisson en tas à même la plage. Certains sont destinés à la vente, d'autres sont réservés aux vieux pêcheurs. C'est un système de retraite mis en place par la communauté elle-même. Il y a toute une organisation sociale autour de la pêche artisanale que les nouvelles générations ont du mal à poursuivre.
sur la décharge de Mbebus, dans la banlieue de Dakar, là aussi les hommes se sont organisés. Cette décharge s'étend sur plusieurs kilomètres et reçoit plus d'1 millier de tonnes de déchets par jour. C'est devenu une ville. 1200 personnes habitent ici. Récupérer et trier ces déchets dans cette atmosphère qui est très toxique est rentable. Et bien des chiffonniers gagnent mieux leur vie ici qu'un fonctionnaire à Dakar. Ils ont fondé une association de riverains, ont financé un centre de santé et de soins, mais ils demeurent méprisés du reste de la population. Le détroit de Gibraltar. Moi, je le traverse confortablement installé dans mon hélicoptère. Mais en survolant cette mer, je pense aux centaines de clandestins qui meurent chaque année en essayant d'atteindre ce rocher. Ce rocher, il est pourtant d'hommes et de femmes en Afrique le symbole d'une nouvelle vie. Comment peut-on empêcher les gens de vouloir vivre mieux ? C'est ce qui nous anime depuis que le monde est monde. Ah, les fameuses serres du désert d'Almeria en Espagne. Là aussi, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Dans ces serres, plus de 100 000 personnes, pour la plupart immigrées, ils travaillent dans des conditions régulièrement dénoncées. C'est une aberration écologique et sociale. Mais pour les migrants, le travail est là. Lors de ce voyage en Andalousie, j'avais été très surpris de découvrir ces étendues d'oliviers que je n'avais jamais survolées. En filmant ces collines à perte de vue, j'ai compris pourquoi l'Espagne était le premier producteur d'huile d'olive au monde. Mais si je venais en Espagne, c'était pour filmer un autre type de culture, celle du soleil. L'Espagne veut devenir l'un des premiers producteurs d'énergie solaire au monde. Ces miroirs renvoient les rayons du soleil vers une centrale thermique. Ils chauffent de l'eau et la vapeur actionne des turbines qui produiront de l'électricité. Ni charbon, ni énergie nucléaire, c'est le soleil qui fournit le combustible. Ici, c'est une autre façon d'attraper le soleil. Ce sont des cellules photovoltaïques qui produisent directement de l'électricité pour 20 000 foyers. Quand nous avons tourné ces images, cette centrale était la plus importante du monde. L'énergie solaire est bien sûr moins puissante que le charbon, le gaz, le pétrole, le nucléaire. Mais elle se trouve partout, comme à Haïti, comme à Madagascar, et comme dans beaucoup d'autres pays qui manquent si cruellement d'énergie. Et l'énergie solaire est bien sûr une solution pour combattre le changement climatique. Chaque année, en été, c'est la même litanie. Que ce soit comme ici, en Grèce, ou au Portugal, aux États-Unis, en Australie, les feux de forêt sont de plus en plus dévastateurs. Et lors du tournage de Home, nous étions en permanence sur le qui-vive, prêts à partir pour filmer des incendies qui se déclencheraient sur la planète.
ça a été la Grèce, en plein mois d'août. Le paysage avait pris ses couleurs automnales. Ce qui est frappant dans ces images, c'est qu'on voit très clairement que ce qui est cultivé et entretenu ne brûle pas. Avec l'agriculture industrielle, on produit beaucoup plus et les zones difficiles ont été désertées. On a laissé à l'abandon des terres qui sont livrées aux incendies. L'homme a certainement une place à retrouver sur ces territoires moins accessibles. Pour les protéger, mais aussi parce que j'en suis convaincu, nous allons avoir besoin d'une agriculture de plus en plus locale, proche des villes. Et ces hectares redeviendront nécessaires. Aux Pays-Bas, 60% de la population vit sur des territoires gagnés sur la mer. On les appelle des polders. Cela fait 7 siècles que les Hollandais assèchent, creusent, érigent des digues et gagnent des terres agricoles arpent par arpent. C'est le moulin à vent qui a donné l'énergie permettant de pomper l'eau et d'entretenir les canaux. Ces polders risquent d'être submergés par la montée des eaux due au changement climatique. Pour trouver des solutions, déjà les Pays-Bas développent des projets avec le Bangladesh, pourtant situé à des milliers de kilomètres d'ici, mais qui connaît exactement le même problème. Au loin, on voit les taches de couleur que nous sommes venus filmer. 15 jours par an, au moment de la floraison des tulipes, cet endroit devient le lieu le plus coloré au monde. Et on ne va récolter que les bulbes. Cela fait 4 siècles que l'on sélectionne ici les variétés de tulipes depuis que les premières furent amenées de l'Empire ottoman. Mais derrière cette beauté, c'est une agriculture qui a massivement recours aux pesticides. Les Pays-Bas sont le pays où on en met le plus à l'hectare. Ces étendues jaunes sont des cultures de colza. Je survole souvent la France. J'ai vu ces surfaces se multiplier. Elles ont presque triplé en 5 ans. La raison? Les agrocarburants. L'huile des graines de colza est transformée en pétrole vert. Toute la surface agricole française ne suffirait même pas à faire rouler les seules voitures de l'Hexagone. On m'a beaucoup reproché de ne pas avoir parlé du nucléaire dans Home. J'avais pourtant tout filmé. L'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague en France, qui reçoit nos déchets, mais aussi ceux du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Japon et de l'Australie. On garde ici les déchets les plus dangereux. On génère des matières qui resteront radioactives des centaines de milliers d'années. Et l'usine de La Hague ne cesse de s'agrandir. Mais je n'ai pas voulu ouvrir ce débat. Je ne voulais pas reproduire ce que j'entends depuis 40 ans. D'un côté, les antinucléaires qui nous parlent que des déchets, et de l'autre, les pro-nucléaires qui nous affirment qu'il n'y a aucun danger. C'est bien évidemment faux. Le risque zéro n'existe pas. J'ai filmé Tchernobyl, cette ville fantôme à proximité de la centrale dont l'un des réacteurs a explosé.
Ces images d'une beauté glacée témoignent du risque majeur que représente le nucléaire. Accepter le nucléaire, c'est aussi accepter ce danger. J'ai été longtemps un anti-nucléaire, comme la plupart des écolos, avant la menace climatique. Mais maintenant, je ne sais plus très bien. Comment savoir? Il manque certainement un grand débat populaire sur ces questions. Il me semble pourtant que nous sommes assez grands pour décider ensemble de nos choix énergétiques. De toute façon, la quantité d'uranium sur Terre est limitée. Pour moi, en tant que photographe, les mines d'uranium, quel spectacle incroyable! Le jaune de l'uranium se mélange aux couleurs des autres métaux contenus dans le minerai. J'avais l'impression, ici en Australie, de voler dans les détails d'une peinture impressionniste. Et dans ces moments, tu te laisses porter par la beauté, tu cherches la texture, les motifs, les nervures. Tu oublies ce que tu es en train de filmer et tu te concentres sur l'image. Comme ici, sur la grande barrière de corail. Au large de l'Australie, c'est le plus grand ensemble corallien du monde. C'est un parc naturel protégé. Protégé, oui, mais pas du changement climatique. Même une légère augmentation de température pourrait leur être fatale. Et pourtant, leur rôle est essentiel dans la vie marine. La Nouvelle-Zélande est un de ces pays qui m'apparaissent résolument modernes. On aurait tous envie d'y vivre. Il protège 30% de son territoire sous forme de parcs et de réserves, tout en ayant un des niveaux de vie les plus élevés du monde. Avec ses forêts primaires, uniques dans les climats tempérés, ses plaines et ses montagnes, c'est l'un des pays les plus beaux que j'ai jamais survolés. Je voulais ces couleurs automnales, rien que pour leur beauté. Et depuis, j'ai appris le pourquoi de ces couleurs. Pour capter le spectre visible de la lumière, les feuilles possèdent de nombreux pigments différents. Et quand à l'automne, la chlorophylle meurt, le vert disparaît, et ce sont toutes les autres couleurs qui apparaissent. Regardez ça. Ce ne sont pas des nuages, c'est de la crème de glacier. On appelle ainsi les eaux issues de leur fonte. Elles sont chargées des poussières que les glaciers ont arrachées à la roche, et lorsque la lumière du ciel se réfléchit sur elles,
elles prennent ce bleu laiteux. Une bonne partie de l'électricité de la Nouvelle-Zélande vient de ces barrages. Et aujourd'hui, le pays se donne 10 ans pour devenir neutre en carbone. Ça veut dire encore plus d'énergie renouvelable, réduire les émissions de gaz à effet de serre et compenser celles qui sont inévitables par la préservation des forêts. Pour moi, ce pays fait partie de ceux qui montrent la voie. Il représente le futur. C'est pour ça que je voulais le filmer. À Dubaï, je ressens exactement le sentiment inverse. Dubaï, qui construit des archipels en forme de carte du monde et qui charrie des millions de tonnes de sable du fond des mers pour édifier les îles. Ici, toutes les ressources viennent de l'extérieur, y compris les hommes. Et pour présenter quoi ? Des pavillons témoins pour milliardaires ? Ça a été très difficile de filmer Dubaï. Je n'ai pas pu obtenir, à titre personnel, les autorisations de filmer. Nous avons dû envoyer une autre équipe de tournage sous prétexte de faire un film publicitaire. Je voulais absolument présenter ces deux mesures. C'est merveilleux de savoir construire les plus hauts tours du monde, mais à quoi ça sert ? Et une piste de ski en plein désert entre deux autoroutes. C'est raisonnable ? Dubaï se veut être une ville du futur. Mais elle n'est même pas encore entièrement construite, qu'elle me semble déjà appartenir au passé. Aujourd'hui, je crois que ce sont nos idéaux qu'il faut élever, plus que nos constructions. Mais comment exprimer cette idée ? J'ai beaucoup cherché. Je n'ai pas réussi. C'est pour ça que je voulais filmer la Mecque. J'avais déjà vu des photos prises depuis une tour du pèlerinage. Je n'avais jamais perçu une telle ferveur en images. Je ne pouvais y aller moi-même car seuls les musulmans sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte de la Mecque. Un caméraman musulman est allé les filmer magnifiquement pour nous. Regardez ce spectacle. Ce ballet formé par des gens qui souvent ont économisé une vie entière pour venir là se recueillir et prier ensemble. Ces milliers de gens, rassemblés dans la croyance à quelque chose qui les dépasse, dégagent une force hypnotique. On perçoit la puissance de la foi qui permet à l'homme de se transcender. C'est exactement ce que je voulais montrer. De la même façon, nous avons filmé le rassemblement des catholiques autour du pape à Paris pendant l'été 2008.
Et je voulais dire, ne serions-nous pas capables de trouver en nous cette foi pour nous rassembler autour de ce bien commun qui nous est vital, l'eau, les forêts, les océans, le climat? Je voulais faire partager cette utopie, mais ça ne fonctionnait pas. Je ne suis pas croyant, mais je respecte profondément les valeurs positives que portent en elles toutes les religions du monde. Nous avons tous en nous la volonté de nous élever et de devenir meilleurs. Quand je survole Jérusalem et je vois toutes ces mosquées, ces églises, ces synagogues, ces trois religions intimement liées, je suis saisi que cet endroit qui devrait être un symbole même de paix soit en fait un lieu de guerre. Et quand on voit ce mur, c'est sans commentaire. Et tout près, de l'autre côté de la mer Morte, c'est la Jordanie. Vous survolez le désert magnifique du Wadi Rum et vous découvrez Petra, un joyau de civilisation, niché dans l'encaissement des canyons. C'était une cité luxueuse, avec jardins et fontaines jusqu'au IIIe siècle. Un très complexe réseau de collecte d'eau et d'irrigation en faisait la halte des caravaniers. Tout était creusé dans la roche. Ici, ça grouillait de gens. Et il n'y a plus que des ruines. Est-ce le climat qui est venu à bout de Petra? La maladie? La fin d'un commerce? Est-ce que ces gens qui l'ont bâti ont pu penser une seule fois que cette ville serait un jour une ruine? Non. Quand on construit cela, on pense bâtir pour l'éternité. En revenant, nous avons découvert par hasard ces jardins étonnants, plein désert. On croirait à un mirage. Et c'est un jardin dessiné pour un riche émir du Golfe. L'eau vient de la nappe souterraine, une nappe fossile dont l'eau a 20 000 ans, qui ne se renouvelle pas et dont les réserves s'épuisent. Le pilote m'a dit, quand on a de l'argent, on peut faire n'importe quoi. Il a raison, ces jardins, c'est n'importe quoi. Au Gabon, un pays que je découvrais, j'ai eu une émotion très forte. C'était un paradis de l'écologie que j'avais devant moi. Tout ce que je défends toute l'année. Et pourtant, je ne pourrais pas vivre dans ces forêts. Cela fait peu de temps que nous commençons à comprendre que ces forêts sont importantes, même
si elles sont très loin de nous. Elles participent à cet équilibre global où chaque être a sa place et dont nous sommes entièrement dépendants. Nous ne pourrons pas continuer à préserver ici et exploiter là. Tout est lié. Ces cercles, ce graphisme dans le sable, c'est tout ce que je recherche, c'est tout ce que j'aime trouver. Ce sont des nids de poissons, les tilapias. Ils sont creusés par les mâles pour y attirer les femelles. Et lorsqu'une femelle passe et que le nid lui plaît, elle dépose ses œufs. Puis j'ai vu cet éléphant. Nous suivions une famille. Il s'est isolé, il est revenu sur ses pas et nous a chargés. Je n'avais jamais vu un éléphant charger un hélico. J'ai trouvé que c'était une saine colère et je l'ai pris comme un signe. Je le dérangeais. Le Gabon est sans doute le seul endroit au monde où j'ai vu des éléphants au bord de la plage. C'est parmi ces torchères au milieu de la mer que nous avons trouvé nos plus belles images de baleines. C'était vraiment inattendu. À une époque, le pétrole a été la chance des baleines. Au début du 19e siècle, on les chassait pour s'éclairer et graisser les premières machines avec leur huile. Quand cette huile a commencé à manquer, on l'a progressivement remplacée par le pétrole. Les baleines sauvées par le pétrole, un paradoxe ou une illusion? La chasse a repris plus tard. C'est la fin de ce carnet de voyage que nous avons feuilleté ensemble. C'est vrai qu'on ne n'est pas écologiste, on le devient. Tout mon travail sur la terre vue du ciel m'a transformé. Transformé car notre terre est beaucoup plus belle que je l'imaginais. Transformé car j'ai vu l'impact de l'homme. Quand je suis né, il y a un peu plus de 60 ans, nous n'étions que 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes près de 7 milliards. Et beaucoup, comme ces jeunes sur cette plage de Dakar, veulent vivre comme nous. Transformés par tous les scientifiques que j'ai rencontrés sur le terrain qui nous envoient des signaux d'alerte. Mais nous avons du mal à les entendre. Nous ne voulons pas croire ce que nous savons. Transformés par ceux qui s'engagent dans le monde entier. Imaginez que rien qu'en France, il y a 13 millions de bénévoles. J'ai vu que l'engagement rend heureux. J'ai beaucoup reçu, beaucoup appris. Aujourd'hui,
je veux transmettre pour convaincre. C'est pour ça que j'ai fait ce film.